bienvenue dans la bibliothèque. Eh bien écoutez, ça faisait longtemps que j'avais pas fait autant de vidéos de suite, parce que tout début d'année, j'ai fait un bon gros bilan de mes lectures de août à décembre. Ensuite, j'ai fait 4 vidéos pour vous montrer 4 romans que j'avais lus les premiers jours de janvier en fait. Donc j'ai remarqué, en termes de préférence, je pense que les vidéos bilan, où je montre plusieurs livres, sont plus appréciées que les vidéos où je ne montre qu'un seul livre à la fois. Dites-moi si c'est effectivement le cas, moi c'est ce que j'ai remarqué. Donc je me suis dit, là on est le 12 février, la dernière vidéo que j'avais faite c'était le 16 janvier, je vous ai montré donc, mon bilan et les 4 premiers livres que j'avais lus en janvier, du 1er au 16 janvier. Et donc là, 12 février, je vais vous faire un petit bilan de ce que j'ai lu dans le mois, là, entre le 16 janvier et le 12 février, aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, là, je suis en train de terminer celui-ci, qui est, alors ça c'est l'épreuve non corrigée, c'est le roman de Victor Vincent, parce qu'il a écrit d'autres livres sur le mentalisme, etc. Victor Vincent qui est donc un mentaliste, prestidigitateur aussi sûrement. Donc là, je suis en train de terminer, je vous en parle pas tout de suite, parce que je n'ai pas fini. Voilà. Qu'est-ce que j'ai lu entre le mi-janvier et maintenant? Je vais vous montrer, j'ai lu ça. J'ai lu ça. Ça vous parlera peut-être plus. J'ai lu tout d'abord De l'or et des larmes. J'en ai parlé sur mon compte Instagram. Déjà, je vous ai fait une petite chronique dessus. De l'or et des larmes. Donc, c'est un roman policier. Pas vraiment thriller, hein, comme c'est écrit là. C'est plus roman policier parce qu'on suit vraiment l'enquête de bout en bout. On suit une équipe du 36, ex-36 quai des Orfèvres, qui apparemment est déjà connue dans d'autres romans, dans 4 ou 5 romans avant. Donc on suit Rebecca de Lost et toute son équipe qui se connaissent bien, ils ont un passé ensemble, etc. Et donc là, c'est une enquête un peu particulière parce que donc ça se passe en 2024, enfin 2023 à 2024, à la veille des JO. Enfin ça commence pendant les JO, puis ensuite on a un petit flashback. Enfin oui, flashback. Il se trouve que l'entraîneur de l'équipe de France des Jeux Olympiques de gymnastique meurt dans un accident de voiture. Il s'avère que c'est pas vraiment un accident en fait, parce que il découvre que la voiture a été bidouillée. Donc l'équipe de Rebecca de Lost enquête sur cette affaire. Qu'est-ce que je peux vous dire sans vous spoiler? Parce que en fait le thème principal, le thème abordé, ça va vous en dire trop. Disons que dans les équipes de haut niveau, il se passe des choses très reluisantes. Et là, ça a eu une espèce d'impact. C'est compliqué à expliquer, je peux pas vous en parler. Donc, je vais juste vous dire, les enquêteurs donc vont essayer de grappiller par-ci par-là des indices. Ils vont interviewer tous les gens qui connaissaient cet entraîneur, et ils vont tomber sur des choses. Voilà, ça. Disons que ça donne pas forcément envie de faire du sport de haut niveau, mais c'est bien d'en parler parce que c'est vrai, ça existe, c'est comme ça malheureusement que ça se passe. Alors les langues se délient petit à petit, mais j'ai trouvé déjà original le sujet, hein, parce qu'on parle pas souvent de sport dans les thrillers. Les Jeux Olympiques, en plus c'est d'actualité parce que les Jeux Olympiques à Paris c'est bientôt, c'est 2024 comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est une enquête, tout ce qu'il y a de plus roman policier on va dire, hein, mais qui aborde un sujet très spécifique. Et c'est voilà, quand on s'en doute, si vous voulez, on se doute de ce qui se passe, mais là, on voit ça vraiment presque d'intérieur, quoi. Voilà. Donc, roman policier sur le sport. Ensuite, j'ai lu On voit bien les petits chats, donc ce n'est pas la vraie couverture, je vous mets la vraie couverture, parce que ça, en fait, c'était, ouais, c'est une épreuve non corrigée, toujours, hein, un service presse, et la couverture n'existait pas, donc je vais vous mettre la vraie couverture là. Il s'agit en fait d'une femme qui sent des contractions, elle sent qu'elle va accoucher, donc elle va à la maternité, on lui dit non mais c'est bon, vas-y quoi, tu dis n'importe quoi, y a rien. Elle rentre chez elle, un taxi la prend parce qu'elle la prend dans son taxi pour la ramener parce qu'il voit qu'elle va pas bien et tout, elle monte chez elle et elle accouche. Donc elle appelle, au lieu d'appeler le secours, elle appelle le taxi parce qu'il lui avait donné sa carte en lui disant si jamais il y a un souci, vous m'appelez et tout, elle appelle, elle accouche, le bébé sort, le bébé est inerte et le taxi arrive à ce moment-là, les voisins arrivent, tout ça. Elle perd conscience, elle se retrouve à la maternité. Son bébé est né, il va bien, il s'appelle Noé. Elle se demande qui donnait le prénom à son bébé, sachant que son mari était en mission. Hein, il est journaliste, donc il était en mission en Afrique. Et d'une part, donc on lui apprend que son mari a donné le prénom au bébé et qu'il vient lui rendre visite très souvent. Et d'autre part, que son mari a été kidnappé en Afrique. Donc il y a un petit souci, ça ne peut pas être possible. Elle réagit pas très bien, on peut le comprendre. Elle n'a pas forcément envie de voir le bébé, donc ils la prennent un peu pour une folle. Ils la mettent dans une unité mère-bébé
pour essayer de faire en sorte qu'elle puisse accepter son bébé. Et il se passe des choses très étranges autour d'elle, des gens meurent, des gens qu'elle connaît meurent, des amis, les amis qu'elle peut se faire, etc. Et donc la police s'intéresse un peu à son cas, et elle va commencer à leur expliquer que d'une part, il y a un monsieur qui se fait passer pour son mari et qui va voir le bébé très souvent, tous les jours. J'ai entendu un bruit. Et qu'un autre policier lui a dit que son mari avait été enlevé, kidnappé en Afrique, donc ça ne peut pas aller. Heureusement, elle est écoutée par quelques personnes, tout le monde ne la prend pas complètement pour une folle, hein. C'est pas que les hormones, c'est pas que le baby blues, c'est pas, bref, parce qu'il y a des morts, quoi, et c'est pas elle. Ils savent que c'est pas elle, parce qu'au moment où il est mort, elle est là, dans sa chambre. Il y a des inscriptions dans sa chambre, et petit à petit, donc on se dit, est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui lui en veut? Qu'est-ce qui se passe? Et petit à petit, elle recouvre la mémoire parce qu'elle s'aperçoit qu'elle avait refoulé mais tellement de choses de son enfance, qu'il y a des tas de choses qui ressortent, des tas de personnes de son enfance qui reviennent dans sa mémoire, et elle va essayer de reconstruire comme ça petit à petit son passé et son présent, parce que son présent est très très lié à son passé. Et c'est un thriller complètement psychologique. J'appelle ça un psychotel parce qu'il y a vraiment tout ce qui peut intervenir dans les thrillers psychologiques, quoi. Il y a de la perversité, il y a du refoulement, il y a le baby blues, il y a l'amnésie, il y a plein de choses, et ça se finit. Je peux pas vous expliquer, mais voilà, on s'attend pas à ce que ça finisse boum, comme ça. Voilà, donc on voit bien les petits chats. Alors là, je vous avais pas dit, De l'or et des larmes, c'est d'Isabelle Villain, aux éditions Tornada. J'ai pas le réflexe, c'est fou, parce que depuis le temps que je fais des vidéos, je devrais pouvoir vous dire. Ça, ne regardez pas la couve, je vous mets la vraie couve. C'est Françoise Guérin qui a écrit On voit bien les petits chats, aux éditions Erol, collection aparté. Ensuite, je vais vous parler du nouveau Jacques Expert, aux éditions Calman Lévy Noir, qui s'appelle Le Carnet des Rancunes. Le Carnet des Rancunes, c'est l'histoire d'un monsieur qui vient d'avoir 50 ans et qui, il y a quelques années, a décidé d'écrire dans un petit carnet Moleskine rouge, la liste des gens qui lui ont fait du mal, qui lui ont fait du tort durant toute sa vie. Donc il note nom, âge, date de naissance, profession, situation professionnelle, où est-ce qu'ils habitent, tout ça, toutes les infos possibles sur ces gens. Et à ses 50 ans, il s'était dit, eh ben je vais me venger. Je vais me venger de toutes ces personnes. Il y a son ex-femme, il y a quelqu'un qui l'a arnaqué, il y a plein de gens, ses voisins, etc. Et voilà, donc au début, tranquille, il se venge, ça marche, il est content de lui. Voilà, et on sent que c'est un mec qui est quand même aigri. Forcément, il s'est fait arnaquer et tout ça toute sa vie. Donc, il est aigri, on l'aime pas trop. Enfin, moi, j'aime pas trop parce que je l'ai trouvé des fois un peu arrogant, amer, grinçant. Voilà. Et il se venge, tout se passe bien, il prend la confiance, tout ça. Et il y a une personne parmi celle de la liste dans son carnet qu'il veut tuer parce que pour lui c'est le summum de la personne qui lui a fait du mal, quoi. Et en fait on ne sait pas pourquoi. Tout au long du livre on ne sait pas pourquoi. On le sait à la fin bien sûr, la dernière vengeance on va dire. Voilà, le pitch c'est ça. Alors moi je m'attendais à un gros retournement de situation à la fin, un twist et tout. Et en fait non, parce que je pense que j'avais compris un peu le truc assez tôt, et puis finalement ça s'est déroulé comme ce que je pensais. Voilà. Pourquoi pas. Après, si on voit pas le truc venir, effectivement, il y a un twist. Moi j'ai vu le truc venir. Bon, ouais, il n'y a pas eu de twist pour moi, c'est tout. Voilà. Ensuite, j'ai lu le dernier livre de Michel Bussy, qui s'appelle Nouvelle Babel, aux presses de la Cité. Alors, si vous avez lu d'autres romans de Michel Bussy avant, à part Code 612, Le Petit Prince, qui a tué le Petit Prince, si vous avez lu les autres de Michel Bussy, oubliez, ça n'a rien à voir. Mais alors, rien à voir. C'est quand même un roman policier, on va dire, parce qu'on suit une équipe de 3 policiers, enfin 2 policiers et une policière, qui enquêtent sur des meurtres, effectivement. Mais ça se passe fin du 21e siècle, en 2090 et quelques. Le moyen de transport le plus courant, c'est la télétransportation, les gens n'utilisent plus de voiture, ni rien, ni de vélo, ils savent plus faire de vélo, voilà, ils marchent à peine pour certains. Voilà, donc ça se passe dans le futur, il n'y a plus plusieurs pays, mais il y a un grand pays, tout le monde parle la même langue, tout le monde est à la même heure, etc. Voilà, il y a un gouvernement, on va dire, mais il y a des meurtres qui sont quand même assez étranges, parce que c'est des zones surveillées, on se demande, avec toute la téléportation qui est gérée par Pangaea. C'est une sorte de gros Google, on va dire, qui gère toutes les télétransportations. On se dit, c'est pas possible, on aurait vu la personne se télétransporter à cet endroit-là, pour tuer les gens et tout. Donc l'enquête, en fait, c'est ça, c'est savoir qui et comment le ou les tueurs ont fait pour se télétransporter à certains endroits, et pourquoi ces gens-là, qu'est-ce qui se passe et tout. Et on suit aussi une jeune femme qui atterrit un petit peu dans l'histoire de manière inopinée, et puis un journaliste
qui essaye de savoir la vérité, parce qu'il est possible que des gens aient été télétransportés ou transportés dans une zone comme des prisonniers en fait, un peu, ou alors comme un camp de concentration qui se trouverait être une zone de 3000 mètres carrés, je sais plus combien de mètres carrés, enfin bref, le Kazakhstan, voilà, ils sont dans le Kazakhstan et c'est des prisonniers. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Le journaliste va enquêter et il emmène avec lui la jeune femme qui est une institutrice et qui n'avait rien demandé, sauf qu'elle le trouvait assez mignon. Voilà, c'est le pitch. Je sais pas si j'ai bien raconté parce que c'est un peu compliqué à raconter. Je me suis pas du tout attachée au personnage. Le seul personnage que je trouvais intéressant meurt, donc j'étais un peu... Bah voilà, pourquoi. Donc voilà, moi j'étais un petit peu déçue par celui-ci de Michel Bussy, parce que il n'y a pas de gros twist à la fin, comme on a l'habitude, des fois on retourne au début pour se dire mince, est-ce que j'étais bien ou pas. Là pas du tout, parce que le coupable, bah oui, finalement, bon, voilà, c'est un truc lambda, quoi. Donc c'est une enquête policière originale, parce que ça se passe dans le futur, c'est de l'anticipation, mais sinon l'enquête en elle-même n'a rien de spécial, quoi. L'intrigue, voilà. Ensuite, j'ai lu, ça faisait longtemps que je voulais lire qui était dans ma palle et tout, parce qu'il faut que je rattrape mon retard, de Martin Servaz, parce que La Chasse va sortir en poche bientôt, là, au mois de mars, je crois, et j'avais toujours pas lu La Vallée. Donc maintenant c'est fait, j'ai lu La Vallée de Bernard Mignot aux éditions Pocket, et Martin Servaz, il est toujours, il s'en prend toujours plein la tronche, peut-être un peu moins que dans le précédent, mais quand même, parce que là, il fait plus partie de la police, hein, il a été, je sais plus comment on dit, suspendu, voilà, il a été suspendu suite à sa précédente enquête, hein, c'était les sœurs. Donc faut lire ça, hein. En fait faut les lire dans l'ordre plutôt pour comprendre, parce qu'il y a quand même toute une histoire avec Martin Servaz, ça se suit, donc oui, il vaut mieux les lire dans l'ordre, je vous le dis à chaque fois. Donc La Vallée, qu'est-ce que c'est? En fait il sort avec une médecin, une pédiatre, et une nuit, il reçoit un coup de fil, et ce coup de fil, c'est Marianne. Marianne, c'est la femme avec qui il a eu son fils Gustave, mais ça vous comprendrez en lisant les précédents, qui s'était fait enlever genre 8 ans plus tôt par Julian Erdmann, sa némésis, on va dire, son ennemi numéro 1 à Martin, et plus de nouvelles d'elle, il lui avait fait croire qu'elle était morte, enfin bref. Et il reçoit un coup de fil d'elle, tout affolé, je me suis échappée, faut que tu viennes me chercher, je suis dans un endroit qui ressemble à ça et tout, et Martin ça lui dit quelque chose, donc il y va et il se retrouve dans une vallée qu'il connaissait, et voilà, il enquête un petit peu, et il se trouve que il y a des meurtres dans cette vallée, à peu près au même moment. Alors ça a commencé l'hiver d'avant, et puis il continue à y avoir des meurtres. Il retrouve Irène Ziegler, qu'on avait croisé déjà dans Glacé, etc., le cercle. Et il est suspendu, donc il peut rien faire officiellement, mais il va quand même aider à l'enquête parce qu'il est témoin, il a été témoin de quelque chose avec une des victimes, voilà. Donc il participe à l'enquête et il se dit mais c'est bizarre quand même ces meurtres, Marianne qui est censée être là, ça se trouve il y a un lien, on essaye de jouer avec moi, donc voilà. Et il va enquêter, je peux pas vous dire quoi, je peux juste vous dire qu'il y a des meurtres horribles, mais complètement horribles. Et le dénouement, waouh. Et en fait ce qui est bien avec Bernard Mignot, c'est qu'il nous donne toutes les pistes, il nous donne tous les indices. On a de quoi savoir ce qui se passe, mais il nous détourne l'attention, un peu comme un prestidigitateur, il nous détourne complètement l'attention et on oublie complètement ce qu'on avait cru au début, et il nous embarque dans un truc, et finalement, bam, voilà, à la fin, pum, ah oui, et puis c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc j'ai hâte de lire La Chasse, et son prochain livre à Bernard Mignot, je crois que ça s'appelle Lucia, et il n'y aura pas Martin Servaz dedans, il y aura un nouveau personnage principal. Voilà, hop, et donc le dernier livre que j'ai fini, c'était Mrs. March de Virginia Feito, au Cherche Midi. Alors assez compliqué à classer ce livre-là, je serais tentée de le classer dans les thrillers psychologiques, mais c'est un peu bizarre. Vous voyez, je vais vous dire, vous voyez le livre de Daphné du Maurier, Rebecca, c'est un petit peu ça, il y a un petit peu de Donna Tartt dedans, il y a des références à Edgar Poe, je m'y attendais pas, mais il y a plein de références à Edgar Poe, et effectivement il y a plein de choses qui font penser à du Poe, c'est très Hitchcockien comme ambiance. On suit Mrs. March, qui est une femme distinguée, qui essaye d'être distinguée, mais qui arrive pas vraiment, qui est élégante, mais qui parle pas bien ses vêtements, elle est un peu grassouille, elle voudrait avoir des bras très fins, elle voudrait être comme les mannequins, comme les femmes qu'elle croise dans ses réceptions, elle se sent pas bien dans sa peau, et son mari est très connu parce que c'est un écrivain à succès, et son dernier livre remporte l'enthousiasme de tout le monde, et il se trouve que quelqu'un lui met dans la tête, sa pâtissière on va dire, lui met dans la tête que son mari s'est inspiré d'elle, Mrs. March, pour son personnage principal, qui est une prostituée dont personne ne veut, et là ça la met mal quand même, et elle se dit mais non, pourquoi il aurait fait ça et tout, et à partir de ce moment-là,
elle commence à se méfier de son mari. Elle se dit, est-ce qu'il se moque vraiment de moi? Est-ce qu'il s'est vraiment inspiré de moi pour son personnage qui est complètement horrible? Et puis, petit à petit, elle découvre des choses dans le bureau de son mari, parce qu'elle veut savoir si c'est vraiment inspiré d'elle. Et puis, elle découvre une coupure de journal sur une jeune fille qui a disparu. Bon, bizarre. Et quelques temps plus tard, on apprend que cette jeune femme a été retrouvée morte, violée, à l'endroit où son mari part à la chasse avec son éditeur. Et donc là, elle commence déjà qu'elle était névrosée à la base, elle commence à se faire des tas de films autour de ça, et elle va enquêter là-dessus, et ça monte. Est-ce que c'est sa folie qui monte, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe avec son mari? Elle voit des choses qui n'existent pas, et elle se fait des films, et elle boit de plus en plus, et on en apprend un petit peu sur son enfance. Elle a une enfance pas triste, mais on sent qu'elle a eu une éducation très stricte, et on pense que ça y fait. Bref, elle est complètement névrosée, paranoïaque, elle devient paranoïaque aussi, et je peux pas vous dire la fin, mais voilà. Donc c'est un peu difficile à classer. Moi, je l'ai mis en thriller. Je l'ai mis en thriller parce qu'il y a vraiment une ambiance comme ça. Ça m'a fait penser un peu aussi à du Donatarte, parce que il y a la tension qui monte comme ça, petit à petit, il y a une sorte d'enfermement. Voilà, très Hitchcockien. C'était une bonne surprise. Hein. En plus, ça parlait des Carpeaux, donc très bonne surprise. Voilà, c'était mon petit bilan de ces dernières semaines là. Voilà, donc si jamais je refais des vidéos, je commencerai sûrement par Apparition. Hein, je vais vous mettre la vraie couverture là de Victor Vincent. Chez Fleuve Noir, qui est là, pour le coup, un thriller qui parle de mentalisme, de prestidigitation, parce qu'on a affaire à des magiciens. Voilà. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite bonne lecture.